Aujourd'hui, deux faits ont propulsé le Mali au devant de l'actualité internationale. Les deux faits, c'est quoi? C'est le coup d'État du 22 mars 2012. Le Mali a posé d'autres. Le deuxième fait, c'est quoi? C'est la rébellion correcte dans le Nord, avec la déclaration d'indépendance de l'Azawad. En matière de coup d'État, le Mali en a connu déjà. Il y a eu déjà le coup d'État de 68 et celui de 91. Après, maintenant, il y a le dernier du 22 mars 2012. Économiquement, le pays aurait largement pu se passer de ces deux faits, parce que c'est très pénalisant. Maintenant, ces faits, ils sont là. Donc, on est obligé de faire avec. Il y a d'autres urgences, mais ces faits passent maintenant en urgence. On est obligé de les juger au plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Point d'interrogation. Là, on verra à la fin de la réunion. Si on arrive à dégager quelques idées de solutions, on verra au cours de la discussion. Mais pour l'instant, nous, on s'est posé la question comment et pourquoi ces faits ont pu arriver aujourd'hui. Vu que le Mali, il était quand même dans une relative accalmie et que le coup d'État, le premier coup d'État du Mali, il remonte à plus de 20 ans. Et le Mali était cité comme exemple de démocratie à l'échelle continentale. Donc pourquoi et comment ces faits se produisent aujourd'hui? Et aussi, une dernière question, quelles sont les conséquences pour le Mali et la sous-région et quelles sont les solutions possibles? Voilà. La deuxième remarque, c'est que avec l'association que je représente ici et l'association des Maliens d'Aquitaine, des étudiants maliens et stagiaires d'Aquitaine, représentés ici par Abdoulaye Coulibaly, clairement, on est des associations apolitiques. Même si aujourd'hui, on va parler politique. D'accord? Mais il faut que ce soit clair pour tout le monde, on reste des associations apolitiques. Bon, ces remarques faites, je vais passer la parole au premier intervenant, mon compatriote Ibrahim Sidibé, en tant qu'africaniste, qui va intervenir. Alors, je vais reprendre donc la parole pour essayer de présenter grosso modo quel est l'état de la situation aujourd'hui au Mali. C'est vrai que la situation actuelle, on est donc dans un pays coupé en deux, ce qui est inédit dans l'histoire du pays. Pour la première fois, on a une rébellion qui est apparue en janvier, entre janvier et en 3 mois, qui s'est taillée la moitié d'un pays. C'est inédit dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et dans l'histoire du Mali. C'est vrai que les problématiques sont alors imbriquées. C'est très difficile de se focaliser que sur le plan interne. Parce que quand on sait qu'il y a d'abord ce que j'appelle les dégâts collatéraux de la crise libyenne, plus une rébellion touareg qui a 30 ans ou 40 ans d'existence, qui a été souvent plus ou moins réglée avec les pouvoirs successifs maliens, quelquefois avec de la force, et surtout avec beaucoup plus de discussions, on va le voir, depuis le processus de démocratisation en 91, donc Alpha Oumar Konaré et ATT, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours cette épine dans le discours national malien? Et qu'est-ce qui fait que donc on n'arrive pas à trouver une solution pour gérer cette partie du pays qui visiblement est une espèce d'électron libre dans le jeu politique malien? Après, je vais évoquer les forces en présence, puisque maintenant on est dans une occupation donc, de la partie nord. Les enjeux de ces forces, puisqu'il y a certains qui se réclament de l'islamisme radical, il y a d'autres qui sont spécialisés que dans le RAPT, ACMI, et puis il y a un mouvement qui est beaucoup plus présentable et qui a été présenté souvent, on a vu dans les télévisions ici, le MNLA, et qui a comme programme de proclamer l'indépendance de cette partie du territoire qui s'appelle Azawad. Donc moi je pense qu'il y a ces 3 éléments qui sont imbriqués. Après, les choses se sont accélérées avec le coup d'État
ce fameux coup d'État donc du 22 mars, qui a porté au pouvoir un jeune militaire que personne ne connaissait, donc le capitaine Sanogo, qui a émergé donc de sa base de Kati et qui a renversé donc ATT sans pour autant réussir totalement le coup d'État, puisqu'ils étaient après acculés. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, on se retrouve ténaillé entre deux crises. Une crise militaro-politique dans le nord, avec l'occupation donc des villes de Tombouctou, Gao et Kidal, et puis une crise politique à Bamako, avec une junte militaire qui n'arrive pas à asseoir son autorité, parce qu'il a essayé de constituer un gouvernement, sauf que personne n'est venu. Donc crise politique, pas d'autorité, pas de pouvoir, donc avec un pays totalement menacé d'implosion. Donc dans ces deux configurations, qu'est-ce qu'on voit? Donc, le Mali se réveille, et les Maliens avec, donc avec un cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée l'armée malienne, qui était l'une des plus fortes d'Afrique? Pourquoi cette débandade? Je parlais de notre désastre de Sédan. À Tombouctou, ils n'ont même pas combattu. Et Gao, le PC opérationnel était installé à Gao pour faire la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont ces 50 généraux de l'armée malienne? Où est le président Konaré? Aucun mot, aucune déclaration depuis le début de l'affaire. Lui qui a toujours été horrifié par les coups d'État. On se rappelle quand il y a eu le coup d'État du Niger de Daouda Wanké, il avait refusé de serrer la main à Wanké. Il avait refusé d'aller dans une réunion de la CEDEAO parce qu'il ne pouvait pas siéger avec quelqu'un qui venait de faire un putsch. Mais là, voilà, donc il y a énormément de questions, de questionnements sur lesquels on peut légitimement se poser. Des questions. Mais le drame de tout ça, c'est surtout ce peuple. Un peuple fier, un peuple des gens simples, un peuple épris de paix. Qu'est-ce qui fait que brusquement, ce peuple se retrouve livré à lui-même, avec des gens qui sont obligés de fuir, de laisser leur foyer, qui n'étaient pas préparés à ça, et qui se retrouvent donc du jour au lendemain réfugiés dans leur propre pays, réfugiés dans les pays voisins. On parle de presque 300 000 réfugiés déjà à l'heure actuelle, et le drame humanitaire ne fait que commencer, puisqu'on n'a pas encore, on le verra un tout petit peu, sur les issues de la crise, comment on va pouvoir gérer déjà, est-ce qu'il y a des scénarios? Donc on parle de la CEDEAO. La CEDEAO dit, bon, je peux mobiliser 2000 à 3000 forces. Donc moi j'ai essayé de faire mon petit calcul, déjà 2000, 3000 forces, il faut déjà pouvoir les constituer. Avec quel pays? On a le Nigeria, effectivement, qui est la seule puissance militaire de la zone, mais le Nigeria est occupé avec Boko Haram, cette secte qui fait des attentats tous les jours dans le nord du Nigeria. Le Sénégal, Macky Sall, fraîchement élu, n'a pas envie de se prendre déjà une guerre, alors que la Casamance, c'est déjà toujours pas réglé. La Côte d'Ivoire, Ouattara sort de son conflit avec 3000 morts, il cherche déjà à recoudre des morceaux, les choses ne sont pas simples. Donc personne n'a intérêt que ça pète. La France se dit, oui, mais moi je suis en pleine élection, donc voilà, j'ai des otages, il faut aller doucement, mais en même temps... Donc là, le risque, il est là. Est-ce qu'on va laisser l'afghanisation du Mali, ou le transformer un peu comme ce qu'on voit là en Somalie, un État complètement à la dérive? Et moi, je pense que là, c'est des risques qui sont là, et il va falloir donc rapidement essayer de reprendre. Là, il y a une carte, mais sauf que les équilibres dans cette zone sont extrêmement compliqués. Les Touaregs vivent dans cette zone avec d'autres ethnies. Ça n'a jamais été un endroit totalement homogène. Alors, donc, je vais faire un peu de géographie. C'est vraiment que cette partie dans la région de Kidal où on peut dire vraiment c'est le berceau du pays Touareg. L'Andadra des Iforas. Mais là, il faut que tu arrives ici, dans la région de Gao. Ils vivent là avec des Peuls, avec des Songhai, avec des Sorko sur le fleuve, et avec des Bambara dans le sud de la région de Niafunké. Donc les équilibres, les Touaregs vivent avec des Arabes, avec des morts, dans cette zone-là, et qui ne parlent pas les mêmes langues.
Donc quand on vient nous dire que oui, mais le MNLA parle au nom des Touaregs, je dis, c'est très compliqué. Et comme d'habitude, on a toujours tendance à simplifier les conflits africains, en disant oui, en Côte d'Ivoire, je me rappelle, je sais pourquoi, des copains ivoiriens. Ici, on disait oui, c'est le nord musulman contre le sud chrétien. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est la même chose à peu près ici. Dans Kidal, Kidal est une ville capitale régionale, donc il y a des services publics. Beaucoup de gens sont venus par l'armée. Il y a beaucoup de métissage. Ces porte-paroles du MNLA sur les chaînes d'information continue apparaissent pour nous dire que oui, mais voilà, nous on est le peuple de l'Azawad, les Azawadiens. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est déjà l'Azawad? Là, cette zone-là, on appelle ça le Tamesna. Ici, c'est l'Adra des Iforas. Là, c'est la zone de Taoudeni. Mais tout ça, c'est l'Azawad, ça n'a pas d'existence. Dans l'histoire du Mali, on n'a jamais entendu parler d'un peuple ou d'un royaume Azawad. Les princes de Gao, Gao, capitale de l'empire Shanghai, l'un des empires les plus vastes d'Afrique. Gao, c'était jusque-là, Pégaza, si ceux qui connaissent l'histoire. L'empire de Soni Alibert terminait ici. Jusqu'à Tegaza, il y avait des mines de sel. Tegaza, Taoudeni. Ils ont toujours été contrôlés par les sultans de Gao et de Tombouctou. Les Touaregs, depuis ces époques-là, payaient tribut. C'est-à-dire qu'ils contrôlaient, mais ils n'administraient pas les villes. Les deux émirs de Al-Qaïda ne sont pas des Maliens, c'est des Algériens. Mais pourquoi ils se sont retrouvés là, dans ces grottes? Parce que c'était un territoire beaucoup plus facile. L'armée malienne, c'est combien de personnes? 6 000 hommes. Pas entraînés, pas non. Le budget de l'armée algérienne seulement, c'est le budget du Mali, tout entier. Donc ça vous donne un état un peu de la situation du pays. Donc c'est un pays vulnérable, un pays facile à prendre. Face à des gens qui sont arrivés. Ils sont arrivés. Le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Donc les combattants du MLNA, ceux qui étaient les plus armés, les plus aguerris, ils sont quand même traversés plus de 800 km. Le Niger est par là. 800 km en plein désert, avec 400 pick-up bourrés d'armes, et ils rentrent tranquillement, ils s'installent. Voilà, et le pouvoir malien vient, oui, vous êtes nos frères, essayons de discuter, gentils. Et ATT débloque même 50 millions de francs CFA pour l'accueil. Voilà, donc à un certain moment, il y a un laxisme qui passe presque de la naïveté en politique. Et de gens par rapport aux Touaregs, par rapport aux extrémistes de la CNI et les autres. Le rapport de force, qu'est-ce que c'est? Mais le rapport de force, au départ, on pense que c'est 50-50. Le MNLA, au départ, c'est à peu près 1000 à 2000 personnes. Parce que le problème, c'est qu'il n'y aura pas de chiffre clair. En Sardine, c'est la même chose, à peu près 2000-2500. Mais depuis qu'ils ont pris les villes importantes, ils ont commencé à recruter. Et puis ils ont pris les garnisons. Donc ils sont tombés sur même des blindés. Donc l'armée malienne s'est retirée et elle est partie en laissant tout. Donc aujourd'hui, le rapport de force, on ne sait pas combien à peu près, mais ce qui est sûr, ils ont une capacité offensive qui est nettement supérieure à celle de l'armée malienne. Les MNLA, le leader du MNLA, donc le colonel Najib, Mohamed Najib, était un colonel de l'armée libyenne. C'est lui qui contrôlait la zone de Sebra, donc le sud-Libye. Et donc, avec ses troupes, ils se sont battus jusqu'au bout pour l'armée de Kadhafi. C'est pour ça que je dis donc que tout est lié. La majorité de ces membres du MNLA, ils sont d'origine malienne. Oui, mais ils sont d'origine malienne, c'est les Isomars. Oui. Les Touaregs qui sont partis dans les années 70 par les Chestresses et par la première rébellion. Et d'ailleurs, Najim le dit, il est le fils de quelqu'un qui a été tué par la première rébellion. Donc c'est des gens, effectivement, mais qui sont partis depuis 15-30 ans, qui sont des Maliens. Et d'ailleurs, certains, c'est comme ça que les pouvoirs les avaient accueillis en disant, vous êtes Maliens, vous avez votre place, mais on doit discuter.